Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Atout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Nous allons vous parler aujourd'hui de l'hypercholestérolémie familiale, ce mal qui évolue à bas bruit, qui pendant des années crée des dégâts au niveau de nos artères et qui se révèle par des pathologies cardiovasculaires graves, AVC, infarctus, artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Une personne sur 250 est concernée, 270 000 personnes en France, et 90% de ces personnes ne sont pas diagnostiquées avant le stade de la complication. Il m'arrive très souvent en consultation d'avoir deux réflexions de patients. La première, lors d'une prévention primaire, le patient se présente pour son bilan cardiovasculaire et me dit « Docteur, j'ai 45 ans, je fais du sport, je viens faire un bilan cardiovasculaire, j'ai du cholestérol, 1,9 g de LDL, c'est pas grave, j'en ai toujours eu depuis mon adolescence et regardez, je suis encore là. » La deuxième réflexion, c'est le patient qui se présente, lui, au stade de la complication. Il a fait un infarctus, il a 50 ans et il vient parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça lui est arrivé à lui, qui fait du sport, qui mange sainement, qui ne fume pas, qui n'a pas de facteur de risque et pas de chance, ça lui est arrivé. Donc deux questions qui se posent régulièrement à la consultation auxquelles nous allons tâcher de vous répondre aujourd'hui. Nous recevons sur le plateau pour traiter de ce sujet le professeur Thomas Cuisset, cardiologue interventionnel à la Timone. Bonjour. Bonjour. Et le docteur Sophie Béliard, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital de la Conception. Bonjour. Nous avons en duplex pour commencer un patient, monsieur Piras, qui va nous parler de sa pathologie, de l'hypercholestérolémie familiale et de l'accident qui lui est arrivé. Bonjour monsieur Piras. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter un petit peu ce qui vous est arrivé, votre histoire? Mais j'ai fait une mort subite à l'âge de 39 ans. Je n'avais aucun symptôme avant. Je savais que j'avais du cholestérol, mais pas dans des taux qui me faisaient penser que ça allait être grave à ce point. Et du jour au lendemain, tout a basculé. Vous aviez dans la famille des personnes qui étaient atteintes? J'ai ma grand-mère qui avait fait un accident cardiaque, mais on n'a jamais su pourquoi. Je n'étais pas suivi pour cela, ni. Donc je savais que j'avais du cholestérol, mais pas à avoir autant de complications aussitôt. Une mort subite, c'était lié à quoi pour vous? Une mort subite, je monte les escaliers sur 3 étages, j'arrive en haut, je tombe. Et lié, que j'ai une plaque s'est décrochée, et il a fallu m'a bouché une artère, et là, il m'a fallu me mettre 4 stents et un défibrillateur automatique. Donc vous avez fait un infarctus massif? C'est cela. C'est ça. J'ai fait un infarctus massif et je me suis réveillé 6 jours après, ne sachant pas ce qui s'était passé. C'est terrible comme histoire. Bon, vous en sortez bien. Ça fait combien de temps maintenant que ça vous est arrivé? 6 ans. L'accident est arrivé quand? 6 ans? 6 ans, j'avais 39 ans, je faisais du sport et je ne pensais pas être sujet à cela, tout simplement. Docteur Béliard, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'hypercholestérolémie familiale et y a-t-il plusieurs formes d'hypercholestérolémie familiale? Alors oui, l'hypercholestérolémie familiale, c'est une maladie génétique qui est héritée de ses parents, d'un des deux parents, et qui confère des taux de cholestérol très élevés depuis la naissance. Donc il y a deux formes. Il y a une forme qu'on dit homozygote, qui est rare mais potentiellement très sévère, puisque en l'absence de diagnostic et de traitement, les patients peuvent mourir avant l'âge de 20 ans de maladies cardiovasculaires. Et puis il y a une forme qui est plus fréquente, qui est même très fréquente, qui est la forme hétérozygote, qui est la forme dont est atteint M. Piras, et qui touche une personne sur 250. Y a-t-il des moyens diagnostiques précoces? Comment peut-on être mis un peu sur la voie quand on est jeune adulte? Alors, c'est simple, tout est dans le nom de la maladie, hypercholestérolémie familiale. Quand il y a du cholestérol dans la famille, hérité de génération en génération, donc là, M. Piras a bien dit, il y avait sa grand-mère, probablement un de ses deux parents. Donc, sur plusieurs générations, quand il y a du cholestérol, il faut penser à l'hypercholestérolémie génétique. Il faut que l'événement cardiaque ou vasculaire qui est arrivé à un des membres de la famille soit relativement précoce. Un accident qui est arrivé à une personne de 80 ans, peut-on en tenir compte aussi ou...
Alors si dans toutes les générations, il y a quand même du cholestérol qui est très élevé, souvent le cholestérol est franchement élevé à plus de 2 fois la norme, et surtout si ça touche des gens jeunes, c'est pas normal d'avoir du cholestérol à l'âge de 20 ans, il faut quand même penser à la maladie, et il y a certaines familles où il n'y a pas obligatoirement d'événements cardiovasculaires. D'accord. Quelle est la différence entre le bon et le mauvais cholestérol? Parce que les patients vont dire, mais moi j'ai un taux de bon cholestérol qui compense le mauvais, donc pouvez-vous nous expliquer un petit peu le rôle de ces deux cholestérols? Alors, le mauvais cholestérol, c'est le cholestérol qui est transporté dans le sang et qui va aller dans les parois artérielles et qui peut finir par boucher les artères. C'est le LDL. C'est le LDL cholestérol. Et le bon, entre guillemets, cholestérol, il est transporté par des particules qui récupèrent le cholestérol des artères pour les ramener au foie et l'éliminer. Et elles ne pénètrent pas dans la paroi. Elles servent à éliminer le cholestérol par le foie. Cependant, ce n'est pas parce qu'on a un taux élevé de bon cholestérol qu'on est protégé quand on a une hypercholestérolémie familiale. Ça ne suffit pas. À quel âge commence-t-on à dépister les enfants? Alors, à partir de 8 ans, on commence à dépister les enfants parce qu'on peut commencer à les traiter à partir de l'âge de 8 ans. Et l'intérêt, c'est vraiment de dépister tôt et traiter tôt pour éviter des histoires dramatiques. On est d'accord. Exactement, oui. D'accord, donc précocement. Les associations de patients se mobilisent pour sensibiliser la population à cette pathologie qu'est l'hypercholestérolémie familiale. Je remercie le docteur Béliard pour son intervention et Monsieur Piras. Et nous allons maintenant à la rencontre, au cours d'un premier reportage, d'un représentant de l'association ANET, Monsieur Lionel Ribes. Reportage proposé par Patrick Leuze et Laurence Ferry. J'ai été dépisté très tôt de l'HF, de l'hypercholestérolémie familiale. J'avais à peu près 18 ans, entre 17 et 18 ans. J'avais été dépisté en même temps que mon frère, qui lui en avait 22. On a découvert qu'on avait des taux mais assez conséquents de cholestérol. Donc ça en est suivi effectivement une évaluation de où on en était des plaques d'athérosclérose sur mes artères. Bon, ça allait à peu près. Et de suite, ça en est suivi une hygiène alimentaire, puis un traitement à base de statine, plus une poudre infâme qui était à l'époque, donc ça fait déjà plus de 30 ans. Et après, effectivement, mon frère et moi, on a eu des filles. Et assez tôt, on les a fait dépister, puisque mes deux grandes, on les a fait dépister entre 3 et 4 ans. On leur a fait faire une prise de sang, on devait leur faire une prise de sang, donc on en a profité pour mettre un bilan sanguin. Et là, on a été très étonnés, parce qu'effectivement, toutes les deux étaient atteintes, donc pour mes filles, et elles avaient des taux mais faramineux, puisqu'elles étaient entre 4 grammes, et j'en ai vu une qui s'approchait des 5 grammes de cholestérol total. Et elles avaient 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Et j'ai découvert qu'effectivement, en fait, c'était une maladie qui était très fréquente, et j'ai découvert autour de moi des patients qui étaient bien atteints par la maladie, et que j'avais une grande chance, c'est d'avoir échappé à cette maladie par un dépistage précoce et par un traitement précoce. Le rôle de l'association, je crois qu'il y a 2 missions. Une première mission, c'est une mission d'information, information du public, information des politiques, information du monde médical, pour faire connaître cette maladie. Alors, un jour, on a eu la chance, effectivement, de rencontrer un médecin libéral et de pouvoir lui parler de l'hypercholestérolémie familiale. Et quelques temps après, nous l'avons revu et il nous a remercié effectivement de la formation qu'on avait pu lui donner, parce qu'un de ses patients était venu et ce patient avait une hypercholestérolémie familiale. Et sans effectivement l'information qu'on aurait pu lui donner, il ne l'aurait pas repéré, quoi. Un message clé, ça serait effectivement qu'il ne faut pas sous-estimer un taux de cholestérol élevé, surtout si effectivement on a dans la famille des événements cardiovasculaires, vraiment. Et je crois que ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut préserver le plus longtemps possible la jeunesse de nos artères, et que l'hypercholestérolémie familiale, c'est un vieillissement prématuré des artères. De retour sur le plateau d'Atout Santé, je vous rappelle que nous parlons des hypercholestérolémies familiales, ce mal qui évolue à bas bruit, responsable de cardiopathie ischémique, d'infarctus, donc de mort subite, d'AVC et d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui touchent un grand nombre de personnes, et ce de façon silencieuse. Nous avons sur le plateau le professeur Thomas Cuisset et le docteur Béliard pour aborder ces questions. Docteur Béliard, y a-t-il des symptômes, des signes qui permettent de nous mettre sur la voie de l'hypercholestérolémie familiale en dehors d'une prise de sang ou d'une histoire familiale?
Et non, il n'y a pas de symptômes. C'est ce qui fait que cette maladie est assez sournoise, c'est-à-dire qu'en l'absence de complications aiguës de maladie cardiovasculaire, la maladie est totalement asymptomatique. Donc si on n'y pense pas, si le médecin n'y pense pas, on ne peut pas en faire le diagnostic. Donc il faudrait en fait faire des dosages de cholestérol chez les adolescents, au moins une première fois au moment de la ménarche chez les filles, ou 15-17 ans chez les garçons, pour dépister déjà, même s'il n'y a pas d'histoire familiale, cette... Oui, il faut déjà sensibiliser la population et les médecins, parce que malheureusement cette maladie est largement méconnue et sous-diagnostiquée. Et que s'il y a du cholestérol dans la famille, ou même une grand-mère qui avait beaucoup de cholestérol, qui a fait un problème cardiaque tôt, il faut penser à la dépister. Et il faut savoir qu'il y a des pays où il y a un dépistage systématique dans l'enfance des taux de cholestérol pour dépister cette maladie en systématique. Et ANET, l'association, travaille justement à un projet français pour un dépistage systématique des enfants. Il serait temps. Docteur Cuisset, pourquoi les artères s'encrassent? Comment ça se passe et pourquoi il y a des accidents? Effectivement, comme l'a dit le docteur Béliard, le cholestérol, c'est vraiment le coupable de la maladie au niveau coronaire, mais aussi, comme on l'a dit, au niveau neurologique et périphérique. C'est-à-dire, même si on ne fume pas. Même si on ne fume pas. Après, les facteurs de risque vont s'additionner les uns aux autres, mais l'hypercholestérolémie familiale seule va contribuer à des dépôts de cholestérol importants et précoces. Et dans un second temps, il va y avoir une fragilisation de ces plaques de cholestérol qui vont induire la formation d'un caillot et qui va boucher l'artère, comme dans le cas de M. Piras. Donc accident jeune. Donc accident jeune très grave. Et donc évidemment, c'est un peu le problème de ces tueurs silencieux. C'est-à-dire que les patients s'ignorent comme porteurs d'une hypercholestérolémie familiale avant de faire un événement. Donc il faut évidemment tout faire pour le dépister, pour traiter tôt, pour justement éviter de les découvrir un peu en catastrophe une fois la complication survenue. Et ce qu'il faut bien dire, c'est que malgré les règles hygiéno-diététiques, malgré le sport, donc on peut être exposé à ce type de complications, comme ce qui est arrivé à M. Piras. Bien sûr, le cholestérol reste une composante de la maladie cardiovasculaire, mais il est évident que même si on traite bien le cholestérol, il faut pour autant arrêter de fumer, faire une activité physique régulière et prendre les autres traitements de prévention, que ce soit avant l'accident ou a fortiori après un premier accident cardiovasculaire. Il est clair que donc les chiffres parlent. 50% des hommes de moins de 60 ans et 30% des femmes de moins de 60 ans feront un accident cardiovasculaire lorsqu'ils sont porteurs d'hypercholestérolémie familiale non traitée. Nous allons maintenant à la rencontre d'une famille porteuse de cette anomalie génétique, Eric et Cédric Nguyen Van Locke, qui vont nous expliquer comment ils vivent avec cette hypercholestérolémie familiale au quotidien. Reportage proposé par Patrick Leuz et Laurence Ferry. Je m'appelle Eric Nguyen Van Locke, j'ai 66 ans. À l'accident initial, j'avais 34 ans. J'ai été ponté, on a dit bon, il y a une origine familiale. Mon père qui a été opéré, moi qui ai été opéré un an après, mon fils aîné qui présente aussi la pathologie, mon petit-fils qui va être testé et a signalé que ma sœur n'a pas ce problème, ma fille non plus. J'ai été opéré, j'allais bien, j'ai repris le sport, etc. Mais les taux de cholestérol n'étaient pas satisfaisants par rapport à ce qui est demandé maintenant. On est rentré dans un protocole puisque ce n'est pas un médicament qu'on pouvait prescrire. Et donc on a fait ce protocole pendant, je crois, 2 ans ou 3 ans, jusqu'à ce qu'il soit reconnu. Et donc ça a donné des résultats miraculeux. Et maintenant, je suis très bien équilibré avec rien que les anti-PCSK9. Voilà. On s'impose quand même un régime alimentaire qui correspond à ces problèmes d'hypercholestérolémie. J'avais environ 38 ans quand j'ai appris à être atteint d'hypercholestérolémie familiale. J'ai jamais eu vraiment de symptômes, c'est quand j'ai commencé à faire les premières analyses sur mon taux de cholestérol, il était très très élevé, même plus élevé que mon père. Les docteurs que j'ai consultés m'ont dit que j'avais une chance sur 2 de mourir avant 50 ans sans traitement.
J'avais à l'époque un traitement à base de statine qui ne me convenait pas et qui me donnait des douleurs dans les articulations. Le traitement que je prends actuellement ne me génère aucun effet secondaire. Il peut y avoir des petites rougeurs quand on fait la piqûre à raison d'une fois tous les 15 jours, mais aucun autre effet secondaire détecté. Le taux de cholestérol, il a baissé instantanément et il est revenu à un niveau raisonnable, voire même en dessous des taux habituels de mauvais cholestérol. J'ai fait des analyses récentes qui ont montré que j'avais des calcifications dans les artères et a priori le traitement que je prends actuellement a stoppé la progression de l'engorgement des artères. Je sais que je prendrai ce traitement à vie, mais il est très peu contraignant puisque c'est une fois tous les 15 jours qu'il est administré. Et ce traitement me permet de stabiliser la maladie définitivement. De retour sur le plateau d'Atout Santé, nous parlons de l'hypercholestérolémie familiale et après vous avoir expliqué toutes les complications qui en découlaient, nous allons aborder maintenant le traitement. Et pour commencer, nous allons parler, parce que je vois déjà les téléspectateurs se trémousser sur leur fauteuil, de la polémique autour des statines. Question piège, docteur QC, pouvez-vous nous en dire 2 mots? Pourquoi tant de bruit? Ouais, effectivement, alors je pense que ce qui est important pour les téléspectateurs, quand on parle de médicaments, il ne faut pas tomber comme récemment ça l'a été pour la Covid, entre les gens qui y croient et les gens qui n'y croient pas. Je pense qu'il faut simplement regarder les preuves scientifiques et aujourd'hui, en médecine cardiovasculaire, il n'y a sans doute pas beaucoup de médicaments qui ont plus de preuves scientifiques que les statines. Pour 2 raisons, parce qu'il y a vraiment une relation quasiment linéaire entre le taux d'événements cardiovasculaires et le niveau du mauvais cholestérol dont parlait le docteur Béliard. Et d'autre part, quand on diminue ce mauvais cholestérol avec les statines ou avec d'autres classes médicamenteuses dont on parlera sans doute, en fait, on réduit les événements cardiovasculaires. Donc je pense que cette polémique, à mon sens, n'a pas lieu d'être et surtout a été extrêmement délétère parce que moi je vois toutes les semaines en consultation des patients qui décident d'eux-mêmes d'arrêter les statines parce qu'ils ont entendu via le web ou les réseaux sociaux des avis contraires. Alors des avis contraires qui prônent le régime méditerranéen qu'il faut faire par ailleurs. Bien sûr, c'est pas antinomique, c'est pas parce qu'on prend des statines qu'on peut vivre n'importe comment. Au contraire, comme on le disait au préalable, il faut arrêter de fumer, il faut faire un exercice physique régulier, prendre les autres médicaments, mais indépendamment de tout ça, parce qu'évidemment dans les études c'est indépendamment du reste, indépendamment de tout ça, le fait de baisser le LDL cholestérol et notamment avec les statines va améliorer le pronostic cardiovasculaire quel que soit le moyen, on a une nette diminution des événements cardiovasculaires en effondrant le cholestérol. Pourquoi ça donne des douleurs musculaires les statines? Alors, c'est vrai qu'il y a ce problème de myalgie, de douleurs musculaires. Chez les sportifs, c'est un problème. Effectivement, qu'on retrouve chez 15 à 20% des patients. Et c'est vrai que ça peut être une limitation, on l'a vu notamment dans le reportage. Mais on a quand même aujourd'hui des outils, parce que je dirais qu'au sein de la classe de statine, on peut changer de molécule, on peut diminuer la dose de statine, on peut y associer un autre médicament qui est l'ézetimibe qui fait baisser le cholestérol. Donc je dirais que dans notre arsenal thérapeutique, on a quand même aujourd'hui tout un tas de moyens pour faire bénéficier à nos patients de l'effet du médicament sur la prévention cardiovasculaire en essayant évidemment au maximum d'en limiter les effets indésirables. Oui, il y a des statines naturelles aussi, il faut augmenter l'hydratation, ça permet de diluer un petit peu le produit. On peut même, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais donner du coenzyme Q10 qui est le transporteur d'électrons, qui peut être bloqué aussi par les statines, et ce qui est entre autres responsable des myalgies. Tout à fait. Prendre un jour sur 2, un jour sur 3, mais en tout cas, il ne faut jamais arrêter spontanément, il faut toujours en parler à son médecin, on est bien d'accord. Tout à fait. Ok, est-ce qu'on a d'autres molécules à notre disposition, d'autres moyens pour faire baisser le cholestérol, le mauvais cholestérol? Alors là, on a parlé effectivement des médicaments un petit peu historiques, les statines. Mais c'est vrai qu'on a d'une part une proportion de patients qui ne va vraiment pas tolérer les statines, on en a parlé, c'est peut-être 15-20%, et chez qui il va falloir trouver une solution, et on n'en avait pas jusqu'à récemment. Et d'autre part, les patients dont parlait le docteur Béliard, qui ont des taux de LDL cholestérol tellement élevés, au-dessus de 2 grammes, que même avec une statine à dose maximale et bien prise, on ne va pas être capable d'atteindre les objectifs auxquels on veut amener nos patients. Quel est l'objectif ?
pour ces patients-là, pendant très longtemps, on a considéré qu'en prévention secondaire, c'est-à-dire un patient qui avait fait un premier accident, oui, il faut nous raconter. on voulait effectivement la prévention secondaire, ouais. c'est on a fait un premier accident, un infarctus, un AVC, et ensuite on veut une prévention secondaire pour éviter un deuxième accident. Donc ces patients-là, on voulait les mettre à 0,7. Ça a encore évolué récemment dans les recommandations européennes, on est même à 0,55. Et on sait très bien qu'avec les statines, on ne passera pas, ou très rarement en tout cas, de 2 grammes ou plus à 0,55. Et depuis récemment, on a la chance de pouvoir utiliser une nouvelle classe thérapeutique d'hypocholestérolémiant injectable. D'accord. Ils ont des effets secondaires, ces hypocholestérolémiants injectables? Alors en dehors finalement de l'utilisation, mais ça reste des injections qui ne sont pas par exemple comme l'insuline des diabétiques, qui sont des injections quotidiennes voire pluriquotidiennes. Là c'est une injection tous les 15 jours, grosso modo. Que le patient peut faire tout seul? Que le patient peut faire tout seul, après une phase évidemment d'éducation où il doit y être entraîné, amené pour varier les zones de piqûre. Mais je dirais que c'est des médicaments qui sont assez faciles à utiliser et qui ne retrouvent pas les effets indésirables qu'on a vus avec les statines et dont on vient de parler, notamment ces fameuses douleurs musculaires qui sont, c'est vrai, dans toutes nos consultations, quand même un vrai problème à gérer avec les statines. Ils ont un coût, je suppose, ces nouveaux traitements. Tout à fait. Comme beaucoup d'innovations pharmacologiques, c'est d'ailleurs ce qui en a limité, je dirais, l'arrivée et la diffusion. Et donc, nous, notre enjeu, ensemble, avec les endocrinologues, les cardiologues, tous ensemble, ça a été d'essayer de définir la bonne cible de patients. C'est-à-dire, quels sont les patients qui vont bénéficier le plus de ces avancées thérapeutiques. Et très clairement, la population type, c'est sans doute l'hypercholestérolémie familiale hétérozygote, et encore plus les patients comme le patient qu'on a vu dans le reportage, qui a déjà fait un premier événement cardiovasculaire. Très bien. Donc, nous sommes bien d'accord que l'hypercholestérolémie familiale n'est pas d'origine alimentaire, qu'il faut bien évidemment les traiter, que nous avons maintenant de nombreuses molécules à notre disposition, qu'il faut en plus de ça bien évidemment suivre des règles hygiéno-diététiques strictes, ne pas fumer et avoir une activité physique très régulière. Il me reste maintenant à remercier nos intervenants pour toutes ces réponses, remercier également nos invités en duplex et vous dire à bientôt sur une prochaine émission. En attendant, restez acteurs de votre santé et prenez soin de vous.